Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce mercredi, troisième numéro pour cette semaine, avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Redassa Étienne, Rouban s'assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Nous irons à Hawaï, alors que les secours ont désormais fouillé un peu plus d'un quart de la zone de recherche. Le bilan provisoire est de 201 morts. Le fournisseur électrique Hawaiian Electric est accusé d'être à l'origine des feux. Voici un reportage à signer Euronews. À Hawaï, le bilan humain vient de franchir un seuil tragiquement symbolique. Les autorités ont confirmé la mort de 101 personnes depuis le début des incendies mardi dernier, un chiffre qui risque encore d'augmenter ces prochains jours, car 1300 personnes sont toujours portées disparues. Une brigade cynophile est arrivée sur l'île pour aider les secouristes à retrouver les corps dans les décombres. Les causes de l'incendie sont toujours inconnues, mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux orientent les enquêteurs vers des lignes électriques tombées au sol. See them right there, that's the power line that started from up the road there, and all of that is still burning. And I hear a pop coming from across the street. As soon as I hear the pop, all I heard is like electrical, like bzzz, going on the ground there. Look, there's the power line right there. And shortly after, thing was just arcing away on the ground, landed right in dry grass, so sparks, and then there was a fire. Le fournisseur Hawaiian Electric et les autorités sont pointés du doigt pour la mauvaise gestion de la crise, mais aussi pour le mauvais entretien des lignes électriques régulièrement menacées par des vents violents. Un recours collectif contre la compagnie d'électricité a déjà été déposé. Nous irons au Kenya. Kenya frappé par une crise économique. La dette publique a atteint un niveau record. Retrouvons nos confrères de la chaîne Africa News dans un reportage. La dette publique du Kenya a atteint un niveau historique de 10 100 milliards de shillings, l'équivalent de 64,1 milliards d'euros selon les chiffres du gouvernement publiés mardi. La dette a connu une augmentation record de 9,9 milliards d'euros au cours de l'exercice qui s'est terminé en juin, malgré les promesses du président William Ruto de juguler les emprunts. Cette dette, qui représente 62,4% du PIB, dépasse le plafond d'endettement fixé à 10 000 milliards de shillings. En juin dernier, l'Assemblée nationale a voté un amendement prévoyant que ce plafond ne soit plus un montant fixe, mais une part du PIB, mais il n'a pas encore été soumis au Sénat. Le remboursement de la dette devient de plus en plus coûteux, notamment avec la dépréciation de la monnaie locale qui a atteint un taux de change record de 143,4 shillings pour $1 en août. Le 20 juillet, l'agence de notation Fitch a même revu à la baisse de stable à négative les capacités du pays à rembourser sa dette auprès des bailleurs internationaux, évoquant des risques posés par des hausses d'impôts. Nous restons toujours dans le continent africain. Le chef de gouvernement formé à l'issue du coup d'État au Niger, Ali Mahaman Lamine Zeyn, s'est rendu mardi au Tchad, où il a été reçu par le président de transition, Mahamad Idriss Déby Itno, ont annoncé le gouvernement et la présidence. Voici un reportage à signer France 24. C'est sa première visite officielle à l'étranger en tant que Premier ministre nommé par la junte au pouvoir au Niger. Sur ces images, Ali Mahaman Lamine Zeyn est reçu par le président tchadien. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué les tenants et les aboutissants, réitéré toute notre disponibilité à rester ouvert, échanger avec toutes les parties, mais insister sur la nécessaire indépendance de notre pays. Le 30 juillet dernier, 4 jours après le putsch, Mahamat Idriss Déby rencontrait le général Abdourahmane Tiani à la tête de la junte, ainsi que Mohamed Bazoum. Tout comme l'Algérie, autre voisin du Niger, le Tchad s'est prononcé contre une intervention militaire pour rétablir dans ses fonctions le président renversé. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO qui devait se tenir au Ghana samedi dernier aura finalement lieu jeudi et vendredi prochain. La CEDEAO y discutera du déploiement de sa force en attente. Elle continue néanmoins d'appeler au dialogue avec la junte, un scénario privilégié par Washington.
Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir les résultats que nous voulons, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel, et je crois qu'il continue d'exister une marge pour obtenir ce résultat par la diplomatie. Vladimir Poutine s'est quant à lui entretenu avec Assimi Goïta, le dirigeant de la junte au pouvoir à Bamako. Le président russe a lui aussi appelé à une solution diplomatique et pacifique. En Israël, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré mardi le tout nouveau président du Paraguay, Santiago Peña. Les deux hommes ont annoncé que cette année, le Paraguay déplacerait son ambassade à Jérusalem et qu'Israël ouvrait une ambassade à Asunción, la capitale du Paraguay. Voici un reportage signé I24 News. Israël et le Paraguay à nouveau main dans la main. À l'occasion de la cérémonie d'investiture du nouveau président Santiago Peña, Israël et le Paraguay ont annoncé d'une voix que le Paraguay déplacerait son ambassade à Jérusalem. J'ai remercié le président élu du Paraguay, Santiago Peña, pour sa courageuse décision de déménager l'ambassade du Paraguay à Jérusalem. Ce sera la 5e ambassade à s'installer à Jérusalem. C'est l'expression d'un renforcement des liens avec ces pays et en particulier avec l'Amérique latine. Ce sera en effet le 5e pays après les États-Unis, Honduras, Guatemala et le Kosovo à inaugurer son ambassade à Jérusalem. De plus, Israël rouvrira une ambassade à Asunción, la capitale du Paraguay. Des annonces qui mettent fin à plus de 50 tensions. Le Paraguay a déplacé son ambassade à Jérusalem en 2018, puis l'a redéménagé à Tel Aviv. Quelques mois plus tard, avec l'élection d'un nouveau président, en représailles, Israël a fermé son ambassade à Asunción. Au cours de leur rencontre, le ministre israélien des Affaires étrangères a invité le président à venir en Israël pour l'inauguration de l'ambassade. Un message fort avec pour objectif renforcer la position régionale et internationale d'Israël et les liens importants avec les pays d'Amérique latine. Cette déclaration intervient dans le cadre de la tournée d'Eli Cohen en Amérique du Sud. C'est la première d'un ministre israélien des Affaires étrangères sur le continent depuis plus d'une décennie. Après le Paraguay, le ministre s'envolera pour l'Uruguay. Les sujets abordés, le commerce bilatéral, la coopération économique et les questions de sécurité régionale. Parlons du sommet du G20 prévu pour le mois de septembre. Sommet G20, l'Ukraine n'est pas invitée. Le sommet du G20 se tiendra en septembre dans la capitale indienne de New Delhi. En plus des pays membres du groupe des 20, un grand nombre de pays ont été invités, mais l'Ukraine ne figure pas sur cette liste. Nous trouvons nos confrères de la chaîne RT dans un décryptage. L'Inde a confirmé que le sommet du G20 se tiendrait sans la participation de l'Ukraine. Elle ne figure en effet pas sur la liste des pays invités sur le site web de l'événement. Outre les États membres du G20, le Bangladesh, l'Égypte, l'île Maurice, le Nigeria, l'Espagne, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, Oman et Singapour figurent parmi les pays invités. Muktesh Pardeshi, secrétaire de la présidence indienne du G20, a également ajouté que l'Inde n'avait pas l'intention, lors du sommet, d'essayer d'unir les pays du Sud contre la Russie au sujet du conflit ukrainien. Il assure voir le G20 comme un forum économique et non une plateforme de discussion géopolitique. Par le passé, l'Ukraine a participé au sommet de nombreuses organisations dont elle ne faisait pas forcément partie, comme le sommet du G7 au Japon ou encore le sommet de l'OTAN à Vilnius. Pour Jean-Maxime Corneille, juriste en droit européen et analyste en intelligence économique, ce revirement est dû à l'effondrement de la crédibilité de Volodymyr Zelensky. En effet, Zelensky a bénéficié d'anormales facilités, c'était du favoritisme. Tous les prétextes ont été bons pour façonner cet activisme anti-russe et pro-ukrainien afin globalement de, toujours pareil, de porter le blâme sur la Russie et de donner dans l'agit-propre. Mais je pense que la nouveauté, ce n'est pas tant la présence de la Russie au G20, mais c'est plutôt la conséquence du sort des armes qui fait qu'en réalité aujourd'hui c'est la crédibilité de Zelensky, comme je l'ai dit, qui s'effondre et la crédibilité de cette soi-disant potentielle offensive ou contre-offensive ukrainienne en réalité. Et voilà, c'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod. Réalisation Télébeltop pour le commentaire de la radio évangélique Rosanna 102.1 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 71 degrés Fahrenheit, et ça donne 22 degrés Celsius, un ciel sans soleil. Jacmel, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Rubens,
Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.